Hello tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 1 de Jus de cerveau. Je me demande vraiment quand est-ce que ce sera facile de lancer l'enregistrement parce que ça fait à peu près 15-20 minutes aussi que je suis devant mon outil d'enregistrement à réfléchir à comment je vais commencer ce podcast, à me dire que je suis pas prêt, que c'est pas assez bien. Bref, tous ces moments où je sens que mon perfectionnisme reprend le contrôle. Parce que je l'enregistre aujourd'hui, on est le 20 mars. J'ai enregistré le prologue, c'était le vendredi 8. Et il a eu du mal à sortir, ce premier épisode-là. L'épisode que je suis en train d'enregistrer maintenant. Je me sentais pas prêt, je trouvais que les conditions d'enregistrement étaient jamais assez bonnes. Je devais faire des recherches supplémentaires pour être sûr de bien manier mon sujet. Sauf qu'en fait, je me suis rappelé que c'était pas du tout ça, l'objet de ce podcast. Le but de ce podcast, c'est de partager des apprentissages, c'est de partager des insights que j'ai pu avoir pendant ma semaine sur des thématiques d'entrepreneuriat, des thématiques liées au TDAH, à mon TDAH, des thématiques liées à l'accompagnement et au business d'accompagnement en général, coaching, thérapie. Et le but, c'est justement de ne pas avoir quelque chose de préparé, de trop préparé du moins. Je sais de quoi je vais vous parler, mais faire quelque chose de construit, c'est le but de mes newsletters chaque semaine. Là, le but, c'est vraiment d'avoir des bullet points, d'avoir des idées clés, et derrière de m'entraîner à les déployer, de m'entraîner à l'oral aussi, parce que c'est assez difficile comme exercice. Donc j'ai hâte de voir comment ça évolue avec le temps, mais pour l'instant, c'est toujours assez compliqué de se lancer. Mais ça y est, l'enregistrement est là, ça fait déjà 2 minutes que je vous raconte ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine? Cette dernière semaine, j'étais plutôt off. J'étais au Maroc pendant quelques jours. J'ai fêté mon anniversaire. Donc j'ai 28 ans. Je suis assez content de mon âge, c'est-à-dire que le passage des années ne m'angoisse pas particulièrement. Certains m'ont dit: ah oui, mais t'as bientôt 30 ans, ça te fait pas peur? Je me dis: franchement, 30 ans, c'est dans 2 ans, il va s'en passer des choses encore. Donc en vrai, je trouve que c'est plutôt bien et plutôt agréable de sentir que le temps passe d'une manière pas maîtrisée, mais d'une manière consciente et avec de l'intention dans mes actions. Et justement, c'est ce concept d'action qui va structurer un petit peu cet épisode aujourd'hui. J'ai envie de vous parler du biais vers l'action, qui est à la fois une caractéristique essentielle des entrepreneurs, de ceux qui entreprennent, de ceux qui créent, de ceux qui construisent. C'est aussi là où ça pêche en particulier chez les personnes qui ont un TDAH, donc un trouble de l'attention. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a joué beaucoup de tours et sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Donc j'ai hâte de vous partager un petit peu les points que j'ai soulevés sur ce sujet pour vous encourager et vous donner peut-être quelques clés pour vous aussi développer ce biais vers l'action qui a beaucoup de choses positives à, au bout. C'est tout un processus qui peut se mettre en place et qui permet d'apprendre, de grandir, etc. Donc c'est un petit peu autour de ça que je vais structurer cet épisode. Donc moi, dans un premier temps, alors que je ressorte mes notes. Le biais vers l'action, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une tendance à se dire que même si on n'est pas prêt, que même si c'est pas parfait, eh bien, il faut quand même se lancer. Il faut quand même faire. C'est ce que j'ai fait au début quand j'ai lancé mes newsletters. Elles n'étaient pas parfaites. Elles n'étaient pas aussi bien que ce que j'imaginais dans ma tête. Mais elles ont le mérite d'exister. Elles ont le mérite d'être là. Et elles ont le mérite d'avoir lancé une dynamique où chaque semaine, je produis cette newsletter. J'essaye de l'améliorer. J'essaye d'apprendre dans le processus. Et j'essaye de me focaliser davantage sur le processus, justement, que sur le résultat. Ça, c'est vraiment très très important.
surtout si on est perfectionniste, pardon, surtout si on a des grosses exigences envers soi-même, surtout si on sait qu'on a la capacité de faire quelque chose de bien, c'est de ne pas se faire paralyser par cet idéal qu'on a en tête et qu'on n'arrivera pas à atteindre sans se viander dans un premier temps. Et même si les autres nous disent qu'on ne s'est pas viandé, que c'est super, nous, au fond, on sait que c'est insuffisant, on sait que c'est pas assez bien, et c'est quelque chose qui est dur à vivre. C'est vraiment une ambivalence de se dire, d'un côté, je suis assez compétent et assez prêt pour produire quelque chose et le partager au monde, un petit peu comme je fais avec ce podcast aussi, qui est un petit peu un exercice nouveau pour moi, pas simple, parce que pareil, plus je le travaille, plus je prépare mes notes, plus je me dis que je pourrais aller plus loin, que je pourrais mieux le structurer, etc. Mais d'un autre côté, si je me lance pas et si je fais pas des épisodes imparfaits dans un premier temps, en fait, je vais juste jamais le faire et je vais me retrouver à être quelqu'un qui rêve de lancer un podcast, mais où c'est pas encore le bon moment, où on n'est pas encore prêt. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. Donc le biais vers l'action, c'est vraiment un état d'esprit, une manière de faire qui nous pousse à agir même si on n'est pas prêt. Et ce biais vers l'action, il est certes essentiel chez les entrepreneurs, mais il est essentiel dans plein d'autres aspects de la vie. Et moi, ce biais vers l'action, il se manifeste à travers 3 casquettes que je porte aujourd'hui dans mon activité, dans mes projets. C'est la casquette du créateur, la casquette de l'accompagnateur et la casquette de l'entrepreneur. Alors j'explique ce que je veux dire par là. Mon métier aujourd'hui, c'est d'aider des gens, dit très simplement. Pour aider les gens, il faut d'une part que je sache comment les aider, comment les accompagner, comment les écouter, comment les guider. Ça, c'est la casquette d'accompagnateur. Donc ça nécessite une première mise en mouvement parce que le syndrome de l'imposteur peut arriver, on peut se dire qu'on n'est pas assez prêt, on se dit qu'on a besoin de la certification X, du diplôme Y, de la formation Z, du machin, du truc, mais en fait, on sera mort avant d'être prêt. On sera mort avant d'être prêt, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est sans fin. Je connais des gens extrêmement compétents, extrêmement brillants, qui ont parfois le double de mon âge, et qui se sentent pas prêts, pas légitimes, etc. Donc, c'est pas le ressenti de légitimité qui doit nous guider. C'est le fait d'accompagner, de vouloir profondément aider des gens. C'est le fait d'être humble et de vouloir s'améliorer constamment. C'est le fait d'accepter qu'on va faire des erreurs, mais que personne ne meurt d'erreurs, à moins qu'on soit chirurgien ou médecin ou ce genre de travail-là, mais c'est pas forcément notre cas à nous qui travaillons dans l'accompagnement. Et bref, il y a vraiment cette idée que pour accompagner, enfin pour être un bon accompagnateur, en fait, il faut accompagner, c'est un muscle qui s'entraîne par la pratique. Certes, il faut avoir des bases, mais à un moment donné, il faut se dire, bah voilà, c'est une casquette que j'ai, c'est une part de mon identité, et je suis suffisamment compétent pour me lancer, même si je vais devenir de plus en plus compétent à force de m'entraîner, à force de pratiquer. Ça, c'est la première casquette, celle de l'accompagnateur. La deuxième casquette que j'ai évoquée, c'était celle du créateur. Alors ça, c'est une casquette qui est très importante pour moi. C'est celle qui consiste à avoir des idées, avoir une imagination assez développée, dans le sens où je peux faire des connexions entre des idées, je peux être inspiré par différents travaux, par différentes œuvres d'art, et, et ça me donne envie, enfin ça crée en moi ça crée en moi justement des idées qui me sont propres. Mais avoir des idées, ça suffit pas. La pensée brute, ce qu'on pense dans sa tête, ça n'existe pas. Ça existe seulement si
on l'écrit, ou si on l'enregistre et on la partage, comme je suis en train de faire aujourd'hui. Et cette casquette de créateur, elle est très très importante parce qu'en essayant de passer de l'idée à la production, ça va changer énormément de choses dans sa manière non seulement de consommer de l'information, mais aussi de travailler. Quand on se dit que voilà, chaque semaine, j'écris une newsletter, chaque semaine, j'enregistre un podcast, chaque semaine, je publie 1, 2, 3 posts sur les réseaux sociaux. Eh bien, quand je fais face à une idée, je ne vais pas juste avoir l'idée dans ma tête et m'en satisfaire. Il va falloir que je la note, il va falloir que je l'affine, il va falloir que je la travaille, il va falloir que je la clarifie, parce qu'en fait c'est peut-être clair dans ma tête, mais c'est pas clair pour les autres, et c'est une vraie compétence à développer, de savoir transmettre des idées de façon claire, les communiquer de façon efficace. Et cette casquette de créateur, non seulement elle a de grands bénéfices pour soi, elle permet justement de rendre notre pensée plus sophistiquée, elle permet de se sentir aussi productif dans le bon sens du terme. Moi, très souvent, ces dernières années notamment, j'ai beaucoup culpabilisé en fait du fait d'avoir plein d'idées, voilà, de lire des choses intéressantes qui m'inspirent, mais d'être incapable de produire quelque chose derrière, alors que je savais à quel point c'était important et bénéfique à la fois pour moi et pour les autres, et dans quelle mesure c'était une brique qui allait permettre aussi de participer à cette troisième casquette que je vais vous décrire maintenant, qui est, la casquette de l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, on imagine le chef d'entreprise, drivé par l'argent, qui veut construire quelque chose de grand, quitte à surfer en zone grise, à exploiter tout ce qu'il peut exploiter, que ce soit des ressources ou des personnes. Moi, je vois pas vraiment ça comme ça. Donc certes, il y a des entrepreneurs qui rentrent dans cette catégorie-là. Moi, je vois l'entrepreneur comme quelqu'un qui a deux caractéristiques fondamentales. L'entrepreneur, c'est celui qui met en place des systèmes, et l'entrepreneur, c'est celui qui utilise des leviers. D'accord ? Et en mettant en place des systèmes et en utilisant des leviers, il est capable de créer une machine qui génère de la valeur grâce à l'impact qu'il a sur un marché, sur une catégorie de personnes, grâce à son produit ou à son service. Donc mettre en place des systèmes, c'est-à-dire que on va mettre en place des processus, on va structurer son temps, on va structurer son énergie, puis on va structurer le temps et l'énergie d'autres personnes pour produire quelque chose de manière prévisible, de façon qualitative. L'exemple que j'ai aujourd'hui, moi mon gros sujet aujourd'hui, c'est par exemple de systématiser ma production de contenu. Ça me demande beaucoup d'efforts de produire ma newsletter, de produire ce podcast et de publier sur LinkedIn, qui sont moi les 3 canaux que j'ai en place aujourd'hui. Et mon but, c'est de rendre la production de ces contenus-là plus fluide, plus simple pour moi, tout en conservant un niveau de qualité élevé, voire en augmentant la qualité de ces productions-là avec le temps. Et donc c'est une vraie équation à résoudre, parce que je veux à la fois produire plus et mieux avec moins d'efforts de ma part. Donc ça nécessite que je me creuse la tête, que je me renseigne, que je trouve des solutions, que j'échange avec des personnes qui travaillent dans le contenu, etc. pour pouvoir mettre en place des choses. Ça, c'est le versant système de l'entrepreneur. Il y a un autre versant qui est important, c'est le versant levier. L'entrepreneur, c'est celui qui utilise un effet de levier pour se développer. Alors, le levier le plus classique pour un entrepreneur, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, si on lui donne de l'argent, il est censé en gagner. C'est la différence avec un individu lambda. On prend un type lambda dans la rue et on lui donne 1 million d'euros. Normalement, au bout de quelques mois, on se retrouve à zéro.
Si on prend un entrepreneur et qu'on lui donne 1 million d'euros, avec un peu de chance, normalement, il s'en sort avec plus que ce qu'il a investi au départ. Et il va utiliser cet argent pour recruter des gens, pour développer des choses, pour que son entreprise génère de la valeur. Mais il y a d'autres types de leviers, aujourd'hui, qu'on oublie. Il y a le levier, par exemple, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, qui est moi le réseau social que je connais le plus aujourd'hui, on peut publier un post, cliquer sur publier, et se retrouver à avoir des milliers de personnes qui tombent sur le post gratuitement et qui sont en plus potentiellement intéressées par le sujet parce que l'algorithme fait bien son job. Bien exploiter les réseaux sociaux, bien parler de ses thématiques, exploiter sa marque personnelle, etc., c'est un moyen d'avoir du levier, d'avoir de la visibilité. C'est d'autant plus important quand on n'habite pas dans une grande ville, je pense notamment à Paris par exemple, parce qu'en termes de réseau, en termes de contact, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a sous la main. Il faut qu'on aille plus loin. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de rentrer en contact avec des personnes de toute la francophonie, donc à la fois la France, la Suisse, la Belgique, le Canada francophone même. Ça, c'est un levier. Un autre type de levier à côté des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est les leviers liés au digital en général. Par exemple, pour créer ma newsletter, il me suffit d'aller sur un outil, de créer une page pour capturer les mails qui me prend littéralement 10 secondes à créer. Et ensuite, pam, j'ai un lien, j'ai des gens qui s'abonnent, et puis chaque dimanche, j'ai juste à ouvrir une page, je crée mon mail, je fais publier, et puis ils se débrouillent pour envoyer les mails de la bonne manière, pour pas que je tombe en spam, etc. J'ai rien à faire, j'ai rien à coder, j'ai rien à configurer. Tout se fait tout seul. C'est pareil avec les sites internet. Aujourd'hui, les sites internet, au risque d'en froisser quelques-uns, ça sert strictement à rien dans un premier temps d'avoir un site internet. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Notion, et là-dessus, je peux créer l'équivalent de site internet, mais de manière très très simple, de manière très flexible. Et c'est les bons outils sont des leviers inestimables parce qu'ils permettent de faire la même chose, la même finalité que celle qu'on vise à la base, mais avec beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'efforts. Et moi, j'ai cette obsession de trouver les moyens les plus efficaces, les plus efficients de faire les choses parce que ma quantité d'énergie et ma quantité de temps est limitée. Et donc, vu que j'essaye d'en prendre soin pour allouer ce temps et cette énergie aux choses qui comptent vraiment, j'essaye d'optimiser tout ce que je peux optimiser pour ne pas en perdre sur des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée ou qui sont triviales. Ça, c'est un raisonnement d'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est fondamentalement un flemmard. Et c'est important de savoir quelles variables on veut optimiser derrière. Et l'entrepreneur ne peut pas seulement optimiser la variable prix, la variable argent. Ça suffit pas, c'est trop petit, c'est pas une fin en soi, et puis il suffit de voir tous les gens qui ont optimisé ça, on voit très bien que ça marche pas. Donc autant apprendre des erreurs des autres pour ne pas les faire soi-même. C'est ce que je fais en suivant pas mal de personnes, et c'est ce que j'essaie de faire à mon échelle en créant les contenus que je crée. C'est de vous partager les erreurs que j'ai pu faire et de faire en sorte que vous les fassiez pas, ou que du moins vous les fassiez mais que vous puissiez apprendre de vos erreurs le plus vite possible. C'est ce que je disais dans l'épisode précédent, le prologue, sur le rôle du coach. Le but du coach, c'est de faire en sorte que la personne qu'on accompagne fasse le plus vite possible des erreurs pas très graves, mais des erreurs qui vont permettre d'apprendre, qui vont permettre de vraiment comprendre des choses en profondeur, émotionnellement, pour ne pas avoir à les reproduire plus tard, et pouvoir gagner en expérience, pouvoir gagner en progression. Donc ça, c'est un petit peu ces trois casquettes, donc créateur, accompagnateur, entrepreneur, qui sont constitutives d'un métier comme celui de l'accompagnement. Et c'est d'autant plus important quand on a un TDAH, parce que c'est trois facettes qui ont des enjeux différents.
qui sont des sources de dopamine différentes. Quand on crée, on partage son savoir, on partage son expérience, on partage une partie de soi avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui a non seulement de la valeur pour soi, de le clarifier, mais c'est aussi de la valeur pour les autres. Et ce qui crée du coup des retours positifs de personnes qui nous remercient d'avoir parlé de certaines choses. Ça, c'est une source de dopamine qui est absolument incroyable. Et ça, je l'ai même eu avec le premier épisode du podcast. Et d'ailleurs, ceux qui ont pris le temps de me faire un retour se reconnaîtront, et je vous fais une petite dédicace en passant. C'est que ça motive énormément à continuer. Je ne fais pas le podcast pour avoir des retours, c'est pas ça la finalité, c'est pas ça la variable que j'optimise, mais d'avoir ce bonus-là à côté, c'est une super externalité positive qui pousse à continuer. Ça, c'est sur la version création. Dans la version accompagnement, quand on voit une personne qu'on accompagne et qu'on voit qu'elle se transforme, qu'elle progresse, qu'elle surmonte des blocages, c'est surpuissant comme sensation. C'est super de se dire, je suis en mesure de tirer des gens vers le haut et de les aider à aller plus loin. Et ça, le cerveau, il voit, ok, tu fais ça, tu fais X, ça crée effet Y positif, refais-le, c'est trop bien. Le cerveau est très bête. Et ça permet de le reprogrammer un petit peu dans une direction qui est positive. Et enfin, la dernière brique, qui est celle de l'entrepreneur, c'est de prendre cette casquette de créateur, c'est de prendre cette casquette d'accompagnateur, et d'essayer de construire quelque chose avec de bonnes fondations, avec une capacité aussi à vendre ce qu'on fait et à vendre ce qu'on est, pour pouvoir non seulement développer son entreprise, développer son impact, pouvoir aller encore plus loin dans ce qu'on est en mesure de proposer aux personnes qu'on veut aider, mais c'est aussi quelque chose qui permet moi personnellement d'essayer d'aspirer à une certaine stabilité financière, de pouvoir accéder à un certain panel d'expériences, de pouvoir accéder à une certaine sérénité aussi, pour pouvoir vivre ma vie tranquillement sans avoir de préoccupations évitables, notamment financières. Et ça, c'est pas quelque chose, il n'y a pas besoin de gagner des millions d'euros par an pour être tranquille financièrement. On peut très bien s'en sortir avec quelques milliers d'euros par mois, stable, qui ne nous demandent pas trop d'efforts, où notre manière de les obtenir a du sens et est alignée avec nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de développer dans mes accompagnements aujourd'hui. Moi, à la base, j'ai aidé sur le versant de l'organisation personnelle. J'ai aidé les TDAH à mieux s'organiser, sur la base de ce que moi, j'avais réussi à mettre en place. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'organisation, c'est pas une fin en soi. On veut s'organiser pour quelque chose d'autre. On veut s'organiser pour pouvoir débloquer de la créativité, débloquer de l'énergie, libérer de la charge mentale pour pouvoir créer, ou pour pouvoir accompagner, pour être plus disponible envers les personnes qu'on aide. Et aussi de la liberté et du temps pour pouvoir développer une entreprise, pour pouvoir structurer un projet, pour pouvoir prendre du recul aussi par rapport au flux des choses qui nous arrivent dans la tête au quotidien. Et donc je trouve que cette finalité de mieux s'organiser pour aider à développer son activité, et même pourquoi pas développer son business d'accompagnement, parce que j'accompagne beaucoup de coachs, de thérapeutes, de praticiens, et en fait de les aider à trouver en fait une manière alignée de faire leur métier, de gagner leur vie confortablement à la hauteur de leurs ambitions, et ça passe par l'action, ça passe par la création, ça passe par l'accompagnement, et ça passe par un état d'esprit entrepreneurial. Et sans ce biais vers l'action, sans le fait de se lancer, sans le fait d'oser, en arrêtant de vouloir être prêt, en arrêtant de vouloir être rassuré, en arrêtant de vouloir faire toutes les choses bien comme il faut ou comme les gens nous disent, il faut agir.
Et moi, mon accompagnement, il est vraiment basé sur, ok, on met des choses en place, tu veux développer ton entreprise d'accompagnement, ben voilà ce qu'on va faire, ça va être simple. En quelques semaines, on verra déjà des résultats. Et sans passer par 1000 chemins, sans perdre du temps sur des choses en faisant les choses simplement. Moi, c'est vraiment mon mot d'ordre, et je trouve que pour des cerveaux qui se lassent vite ou qui ont du mal à persévérer, je trouve qu'avoir des choses simples avec des résultats rapides, c'est quand même assez efficace. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais finir avec un concept qui est assez important et que je pourrais développer par la suite si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui est davantage de l'ordre un petit peu philosophique. En fait, on va partir du problème central du TDAH, du trouble de l'attention. Il y a un médecin américain qui s'appelle Russell Barkley qui décrit le TDAH d'une manière bien spécifique, qui dit qu'en fait, on a deux parties du cerveau. Une partie en charge de connaître, de savoir ce qu'on doit faire, et une partie en charge de l'action, en charge d'agir. Et qu'en fait, dans le TDAH, ces deux zones-là sont déconnectées. On sait ce qu'on doit faire, mais on n'arrive pas à le faire. C'est ça qui crée cette paralysie de l'analyse, c'est ça qui crée la procrastination, c'est ça qui crée le syndrome de l'imposteur, c'est l'incapacité de passer de l'idée à l'exécution. Et c'est quand même un énorme problème parce que tout ce qu'il y a de bien dans la vie, il provient d'une mise en mouvement, d'une mise en action, d'apprentissage, etc. Et en fait, ces deux zones, si on prend du recul par rapport à ça, ça rejoint deux concepts philosophiques. Le concept du connaître, et le concept de l'agir. Connaître d'une part, agir d'autre part. Et c'est beaucoup plus profond que ce qu'on croit. Parce que fondamentalement, il y a deux façons d'envisager le monde autour de nous. Il y a deux façons d'interpréter le monde. Soit on l'interprète comme un forum d'action, un endroit où on agit, ou soit on l'interprète comme un lieu de choses, un endroit avec des trucs, et il faut connaître qu'est-ce que sont les trucs qu'il y a autour de nous. Ok ? Dans le premier cas, pour le forum d'action, les choses, elles sont définies par leur valeur, par le sens qu'elles ont, par leur implication pour l'action. Par exemple, là j'ai une lampe devant moi. En fait, la lampe, c'est quelque chose qui est pour allumer la lumière et voir clair. Quand je vois le monde en mode action, la lampe, c'est un pour allumer. Il y a un courant philosophique qui s'appelle la phénoménologie, avec Heidegger notamment, Martin Heidegger, c'était il y a à peu près 100 ans, où en fait il parle des objets comme des pour quelque chose. Une chaise, c'est un pour s'asseoir. Une porte, c'est un pour ouvrir ou un pour fermer. Une lampe, c'est un pour allumer. Et rien d'autre. Fondamentalement, en tant qu'humain, au quotidien, quand on vit dans notre vie normale, on voit la lampe comme ça, comme quelque chose qui s'allume. Et quand la lampe d'ailleurs s'allume pas, ça pose un problème, ça pose un bug, parce qu'on se dit putain, le truc s'allume plus, c'est chiant, c'est un problème. Ça, c'est la première manière de voir le monde. Et la deuxième manière de voir le monde, qui est beaucoup plus beaucoup plus imprégnée en nous en tant que personnes modernes, c'est de voir les choses un petit peu telles qu'elles sont. Ça, c'est un petit peu la méthode scientifique. C'est d'identifier des propriétés objectives, un peu consensuelles des choses. Et par exemple, un scientifique, il va voir la lampe, il va pas se dire c'est un pour allumer. C'est qu'est-ce que c'est vraiment la lampe? En fait, c'est un support en verre avec un abat-jour en tissu. Et le tissu, c'est du coton qui est constitué de matière organique. Et la matière organique, c'est des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote qui sont agencés entre eux sous forme de molécules pour produire de la matière avec des interactions, blablabla. Bla bla bla. Ok? Ça, c'est une autre manière d'envisager le monde. Et le but, c'est de trouver un équilibre entre l'action et la compréhension. Parce que c'est en agissant qu'on va comprendre, et c'est en comprenant qu'on va pouvoir mieux agir. Donc il n'y a pas une forme qui prédomine sur l'autre, il faut juste avoir un bon équilibre. Le problème quand on est bloqué, le problème par exemple quand on procrastine, c'est qu'on voit
trop le monde comme quelque chose à connaître. Moi, j'avais ce problème-là pendant mes études, en fait, où j'ai étudié justement la philosophie, la psychologie, entre autres. C'est que je pensais qu'en connaissant le monde, j'allais pouvoir naviguer dedans efficacement. Que j'avais pas besoin d'agir, que je préférais prendre du recul, être un petit peu de mon piédestal théorique et de voir les choses de manière un peu détachée. C'était d'ailleurs une manière de me protéger émotionnellement du monde. Alors qu'en réalité, il fallait s'y confronter, il fallait foncer dans l'arène, quoi. Il faut pas juste comprendre ce que les choses sont, il faut savoir aussi ce que les choses doivent être. Et ça, personne ne peut nous le dire, parce que ça dépend justement de ses propres valeurs, de ses propres rêves, de ses propres aspirations. Et même notre vision de ce qui doit être, en fait, c'est quelque chose qui évolue en fonction de la mise en mouvement. Un exemple qui a été assez drastique chez moi, avant que j'entreprenne, vous vous doutez bien que quand j'étais en fac de psycho et en fac de philo, l'entrepreneuriat, c'était pas la chose principale qu'on étudiait. C'était quand même quelque chose c'est une idéologie quand même très, très à gauche. Même dans les cours, on étudie énormément tout ce qui est, toute l'histoire des idées, l'histoire du marxisme, etc. Et encore plus en France d'ailleurs. Et l'entrepreneuriat, la vision entrepreneuriale, le développement entrepreneurial, c'est vraiment pas des valeurs qui sont clés. On préfère comprendre les choses, on préfère les envisager théoriquement plutôt que d'agir dans le monde. Sauf que dans le monde, en fait, il y a de l'argent partout. On va acheter son pain, il y a de l'argent. On paye sa facture d'électricité, il y a de l'argent. Le voir comme quelque chose de fondamentalement négatif, ça limite énormément la capacité d'action aussi. Et ça, c'est tout un sujet aussi sur lequel je pourrais revenir, parce que le rapport à l'argent, pour moi, c'est quelque chose de crucial à travailler. Si on veut avoir justement ce biais vers l'action et surmonter un petit peu certains dilemmes éthiques qui peuvent surmonter à ce moment-là et qui peuvent nous un petit peu saboter notre manière de faire et notre manière de mener le projet. Bref, tout ça pour dire que ce qui est versus ce qui doit être, c'est les deux manières d'envisager le monde. Et on ne peut pas seulement étudier ce qui est, on ne peut pas seulement étudier ce qui doit être, il faut qu'il y ait une danse entre ces deux manières d'interpréter le monde pour que nous, soi-même, en tant qu'individus, on puisse en fait trouver notre place, trouver là où on a le plus à la fois de valeur pour les autres et d'épanouissement personnel dans ce qu'on fait. C'est vraiment trouver un alignement entre ce qu'on aime faire, ce dont le monde a besoin, et ce que... Mince, j'espère que ça s'est pas coupé. Ce qu'on aime faire, ce dont le monde a besoin, et comment en faire quelque chose de viable économiquement. Et cette troisième composante-là, elle est aussi cruciale que les autres. Sinon, on a un hobby, sinon c'est juste un plaisir, mais c'est pas quelque chose qui va générer de la valeur. Si on fait quelque chose qui a de la valeur, il y a nécessairement de l'argent qui va venir matérialiser cette valeur. C'est juste comme ça que ça se manifeste. C'est comme s'il y a de l'eau sur quelque chose, ça va être mouillé. C'est juste une équation logique. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui autour du biais vers l'action, de ces trois casquettes d'accompagnateur, créateur, entrepreneur, et enfin de ces deux manières d'interpréter le monde entre le connaître et l'agir. Donc j'ai vraiment un petit peu gratté du doigt tout ça. S'il y a des choses qui vous ont intéressé ou des choses qui vous ont marqué, n'hésitez pas à me le dire, soit par mail, soit sur LinkedIn, parce que moi ça me donne aussi des idées pour pouvoir creuser les sujets et garder un petit peu les antennes allumées sur certaines expériences aussi qui m'arrivent au quotidien. Donc faites-moi vos retours. C'est toujours un plaisir de faire ces épisodes. C'est toujours pas du tout en suivant les notes que je me suis écrites à la base.
Mais je pense que la préparation des épisodes, elle est là pour me rassurer, entre guillemets. Mais je pense que je peux faire avec moins de temps. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez, ce qui vous a plu, mais aussi ce que vous voulez améliorer, ce qui peut être un petit peu modifié. Ça, c'est vraiment important. Dans tous les cas, c'est les premiers épisodes. On se moquera d'eux dans 30 épisodes. Le tout, c'est de se lancer. Le tout, c'est de faire. Le tout, c'est d'avoir un billet vers l'action. Merci pour votre attention. Et puis, je vous dis à mercredi prochain pour un prochain jus de cerveau. Allez, bisous.